Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Il était une fois Vivre ensemble. Lors de sa campagne de l'Avent, l'action Vivre ensemble vous invite à être solidaire avec les plus démunis de notre société. Une campagne de sensibilisation, mais aussi une récolte de fonds afin de soutenir leurs nombreux projets. Et pour nous aider à entrer dans cette thématique, Corinne, je suis heureux d'accueillir sur le plateau Jean-Paul Chabal, qui est directeur de Vivre ensemble, et Isabelle Franck, chargée d'analyse et d'études. Avant de commencer, Philippe, à entrer dans le cœur de l'émission, il serait peut-être utile de se rappeler ce que signifie le mot « avant ». Mais je ne vous apprends peut-être rien. Non, pour le moment, ça va. Alors, le mot « avant » vient du latin « adventus » qui signifie « arriver »,« avènement ». Donc, en fait, il s'agit de la période qui précède Noël, 4 semaines. Il y a un temps pour la fête et un temps pour attendre la fête. Aussi, lorsque vos enfants vous harcèleront avec la traditionnelle question « Dis c'est quand Noël, c'est quand ?», faites donc comme moi. Mettez-vous en quête d'un calendrier de l'Avent. Une manière ludique d'apprendre à attendre. Alors un calendrier de l'Avent, c'est un panneau avec 24 petites fenêtres qui préparent, donc avec chaque fenêtre a un texte, une image, une devinette ou une activité à faire chaque jour, donc pendant 24 jours avant la fête de Noël. C'est la préparation de la fête de Noël. Et donc les enfants peuvent, avec les parents évidemment, ouvrir chaque jour une fenêtre pour découvrir petit à petit le sens de la fête de Noël. Vous connaissez son origine à ce calendrier? Alors, le calendrier de l'Avent, apparemment, a été inventé par un père de famille qui voulait canaliser un petit peu l'attention de ses enfants sur la fête de Noël et les calmer un petit peu parce qu'il y avait une certaine excitation. Et donc, chaque jour, il leur offrait une image qui les préparait, une image qui les préparait à la fête de Noël. Le calendrier de l'Avent était inventé, voilà. Et on le retrouve partout, ce calendrier, à l'heure actuelle? On le retrouve partout. Il a changé un petit peu de sens parce que, donc, dans les grandes surfaces, par exemple, on prend des calendriers de l'Avent avec le Père Noël ou avec des choses qui sont peut-être pas trop religieuses. Donc, c'est pas tout à fait, enfin, c'est la préparation de la fête de Noël, mais un peu folklorique parfois. Hein, mais enfin, ici, nous essayons donc d'avoir des calendriers qui sont type religieux, avec une préparation sérieuse à Noël. Pour nous, adultes, il est aussi plus facile d'attendre lorsque le temps est rythmé par des rendez-vous, comme ces 4 bougies sur une couronne de sapin. Alors que les nuits d'automne se font de plus en plus longues, ces bougies allumées une à une, les dimanches qui précèdent Noël, marquent un palier. Plus la lumière est intense, plus Noël se rapproche. Isabelle Franck, Jean-Paul Chabal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Chabal, c'est les 40 ans cette année de Vivre ensemble. Quel est votre bilan de ces 40 premières années? Je dirais 3 idées peut-être par rapport au bilan. La première, c'est une conviction qui reste et qui était, je pense, déjà là il y a de nombreuses années. C'est le fait que nous sommes convaincus que des personnes, même si elles vivent à un moment donné des situations de pauvreté, de difficultés, si elles sont dans la dèche, elles ont la capacité de réagir, elles ont la capacité de rebondir, pour autant qu'on leur fasse confiance. Et donc ça, je pense que c'est depuis le début une conviction qu'on a et que les associations qu'on appuie ont. Il y a moyen de permettre aux gens de redémarrer parce qu'ils ont des capacités, elles ont des compétences. Il faut simplement leur faire confiance, les mettre dans le coup, notamment dans une dynamique collective, je dirais, dans des groupes et des actions de groupe qu'on peut leur proposer. Deuxième chose que j'aurais envie de souligner en ces 40 ans, c'est que je pense que Vivre ensemble, petitement, avec les moyens qu'on a, on a permis quand même l'éclosion et le démarrage d'un certain nombre d'associations. Je pense
pense de manière large aux agences immobilières sociales qui sont maintenant connues. Au début, elles ont démarré petitement avec des petits moyens et Action Vivre Ensemble a pu les soutenir. Je pense à des petits projets, j'en prends un petit exemple, Couleur Café à Malmedy, qui est une petite association au début, qu'on a été les premiers à aider et qui maintenant s'est développé à Malmedy, fait de l'alphabétisation, fait de la couture, fait un potager communautaire et a acquis vraiment, je pense, une place importante dans la ville. Et donc ça, je crois que c'est une des qualités que Vivre Ensemble a pu mener au niveau de ses 40 ans, permettre l'éclosion de petits projets. Et alors, si je peux, je citerai trois événements qui me semblent avoir été marquants dans la vie de Vivre Ensemble. Dans les années 80, Vivre Ensemble a été à l'origine une des associations moteurs de l'association Crédal, sur laquelle vous avez fait un reportage il y a peu de temps. Et donc l'objectif est d'appuyer économiquement des associations en leur faisant des crédits sur base de l'argent donné par des coopérateurs qui le cèdent gratuitement ou à très petit intérêt à Crédal. Vivre Ensemble a été moteur dans les années 80. Dans les années 90, Vivre Ensemble a été moteur du réseau contre la spéculation financière, qui a encore toute sa pertinence aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit au niveau international, au niveau mondial, par rapport à la spéculation. Et dans les années 2000, milieu des années 2000, Vivre Ensemble a été, avec d'autres, participants au lancement du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui est un réseau qui regroupe maintenant une quarantaine d'associations en Wallonie et qui a pour objectif de donner la parole aux personnes en situation de pauvreté et à partir de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles disent, d'interpeller les pouvoirs politiques sur des mesures à prendre. Donc j'ai envie de le souligner parce que je pense que petitement, c'est des choses importantes dans le bilan des 40 ans de Vivre Ensemble. C'est combien de personnes qui travaillent finalement dans votre association? Mais on n'est pas une très très grosse association, donc il y a 5-6 personnes au total qui travaillent pour Vivre Ensemble, avec la particularité qu'un certain nombre travaillent pour Vivre Ensemble et pour Entrée des Fraternités, qui elle organise la campagne durant le carême, et donc notamment tous les animateurs qui travaillent en région dans les diocèses travaillent et pour Vivre Ensemble et pour Entrée des Fraternités. Au niveau national, là, il y a quelques personnes qui travaillent à Vivre Ensemble et un peu plus à Entrée des Fraternités parce que c'est une initiative un peu plus importante. Alors, on a entendu parler de la campagne de l'Avent, la campagne Vivre Ensemble de l'Avent. Alors, Corinne, qu'en est-il cette année? Eh bien, en 2011, Vivre Ensemble insiste tout particulièrement sur des organisations qui s'occupent des enfants, des tout petits. Le Welcome Babelcott est l'une d'entre elles. Nous allons le voir tout de suite. Dans le quartier Saint-Antoine d'Etterbeek, s'est implanté à l'initiative des Sœurs de l'Assomption le Welcome Babelcott. Autrement dit, un petit coin où l'on parle. L'intégration de ces familles d'origine étrangère est au cœur des préoccupations de Sœur Françoise. Et les difficultés sont nombreuses. Beaucoup de personnes viennent de la campagne et se retrouvent dans une grande ville de l'Occident. Et donc tous les repères sont différents, que ce soit évidemment la langue. Beaucoup de personnes n'ont pas été même à l'école à cause de la pauvreté ou de la situation de guerre qu'ils ont connue dans leur pays. Et puis alors il y a tout le parcours de l'immigrant qui nécessite un courage extraordinaire de pouvoir apprendre la langue, recevoir les papiers, trouver du travail, d'abord un travail en noir et puis un travail une fois que les papiers sont en ordre régularisé. Et alors les enfants apprennent beaucoup plus rapidement la langue. Comme Gabriella que sa maman emmène à l'école des devoirs du Babelcott plusieurs fois par semaine. Les cours d'alphabétisation et le soutien scolaire sont des enjeux importants pour ces familles dans leur processus d'intégration. Comme dans toute immigration, c'est souvent les enfants qui sont les premiers traducteurs de leurs parents. Et donc il y a souvent des difficultés d'autorité. Donc on a beaucoup de travail au niveau de rendre aux parents le respect qui leur est dû de la part des enfants et de valoriser le travail d'apprentissage long et dur de ces familles qui se sacrifient souvent pour faire grandir leurs enfants dans des meilleures conditions qu'eux-mêmes ont vécues. Alors, Madame Franck, pourquoi avoir choisi le thème de l'enfance cette année, justement? Mais pour mettre l'accent sur cette pauvreté qui touche les enfants, c'est vrai que quand on parle de crise, on pense chômage, on pense minimex, mais
derrière tous ces adultes, il y a des enfants, il y a des enfants qui vivent cette pauvreté. Les chiffres sont assez étonnants. Il y a 1 enfant sur 5 qui vit dans une famille qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc ces enfants, ce sont des portes qui leur sont fermées parce qu'ils vont avoir des difficultés à l'école, parce qu'ils vivent dans un logement qui n'est pas salubre, parce qu'ils n'ont pas de réseau social. Et donc c'est l'avenir de ces enfants qui est en question en fait. Donc on a voulu vraiment mettre l'accent sur ces portes fermées aux enfants et sur le rôle des associations qui ouvrent les portes aux enfants pour que malgré la pauvreté, eh bien, ces enfants aient un avenir et puissent réussir à l'école et avoir un métier qui leur plaît et réaliser leurs rêves d'enfant. Alors, vous avez de nombreux projets durant cette campagne de l'Avent. Est-ce que ces projets sont uniquement soutenus durant l'Avent ou bien sont soutenus durant toute l'année ? C'est-à-dire qu'ils reçoivent une aide financière chaque année. Donc après, une fois qu'on a récolté l'argent pendant l'Avent, eh bien au début de l'année suivante, ils reçoivent l'argent. On organise également des rencontres entre associations, c'est très important aussi, pour que les associations qui sont soutenues dans une région se rencontrent, discutent, réfléchissent à leur travail, réfléchissent à la société dans laquelle on se trouve. Et donc c'est un accompagnement qui se fait en effet tout au long de l'année, par des contacts, des reportages. On essaye de leur donner la parole également. Et donc c'est un accompagnement qui se fait aussi parfois sur plusieurs années pour certaines associations. Alors comment est-ce que vous collectez vos fonds? Je sais qu'il y a des collectes qui ont lieu dans les églises, mais est-ce que ces collectes vous suffisent à soutenir l'ensemble de vos projets? Malheureusement non, on le sait, les églises se vident de plus en plus, donc les collectes ne suffisent plus, mais on développe de plus en plus la récolte de fonds en dehors des églises, via des mailings, via des appels de fonds, via maintenant la vente d'objets, comme cette année les boules de Noël en plexiglas qu'on propose pour récolter des fonds. On essaie de mobiliser également les écoles pour qu'elles mènent des actions solidaires durant l'Avent, et avec tout ça, on espère avoir assez pour soutenir toutes les associations qui nous font des demandes. Vous avez également un projet liturgique, me semble-t-il, concernant l'Avent. Oui, on essaye aussi donc d'accompagner à la fois les paroisses, mais aussi les enseignants, les catéchistes dans l'Avent. Alors pour ce qui est des paroisses, on a proposé cette année un outil un petit peu nouveau qui s'appelle Pistes pour un Avent solidaire et qui remplace les pistes liturgiques des années précédentes parce qu'on l'a voulu ouvert justement aux écoles, aux catéchistes et plus seulement aux prêtres. Et donc c'est un document qui propose des commentaires des différentes lectures de l'Avent, mais aussi des informations sur le thème de la pauvreté des enfants, des idées de chansons, de films, d'activités à faire avec les enfants et les adultes. Alors plus spécifiquement pour les enfants, il y a le conte de Noël qui s'appelle cette année L'étrange invitation et qui est écrit pour la 4e année consécutive par Xavier Deutsch et qui également propose beaucoup d'activités durant la messe, à l'école, pour vraiment accompagner les enfants dans cette idée de solidarité, d'ouverture aux autres et aux plus fragiles aussi. Et si quelqu'un veut pouvoir avoir ce conte chez lui, on peut le trouver quelque part, on vend dans des magasins ou... Dans magasins, dans certains centres de documentation diocésains, sinon auprès des animateurs régionaux, des bureaux régionaux de Vivre Ensemble, ou alors par correspondance, c'est le plus courant. Je voudrais signaler aussi qu'avec ce conte, il y a un CD audio qui reprend l'histoire racontée par Éric de Starck, qui a donc accepté volontairement, bénévolement de lire ce conte. Et donc c'est vraiment un outil très complet. On peut se rendre sur notre site pour en savoir plus et le commander. Alors, est-ce que Action Vivre Ensemble, est-ce qu'elle est soutenue par l'Église? Est-ce qu'elle est initiée par l'Église? Comment ça s'est passé, en fait? Donc oui, au départ, elle est née vraiment de la volonté de l'Église dans les années 70, il y a 40 ans, de réagir un petit peu par rapport aux situations de pauvreté qui vivent chez nous. Pour la petite anecdote, Entrée des Fraternités qui avait été créée avant, ce sont notamment des partenaires du Sud d'Entrée des Fraternités qui ont dit il faudrait aussi faire des choses par rapport aux situations de pauvreté chez vous. Et ça a été aussi une impulsion quelque part pour interpeller. Donc Vivre Ensemble a un mandat en fait tout à fait officiel de l'Église de Belgique, des évêques de Belgique, pour proposer effectivement ce travail d'animation pendant l'Avent et pour inviter les chrétiens à la solidarité par rapport aux associations et par rapport à la lutte contre la pauvreté. Eh bien, je vous invite maintenant à prendre la direction de Moucron. Depuis 30 ans, des sans-abri y trouvent refuge dans un lieu un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une ferme, la ferme Saint-Acaire. Pour ces personnes, il s'agit de réapprendre à vivre au milieu de la nature et du travail collectif. C'est en collaboration avec le centre d'hébergement Terre Nouvelle que cette ferme complètement rénovée offre à ses résidents la possibilité de se remettre sur pied à travers un encadrement social et de reprendre confiance en eux en participant aux activités liées à la vie de la ferme et de la communauté.
Actuellement, la ferme Saint-Acaire accueille 15 personnes pour un hébergement de longue durée. Des personnes qui ont connu une épreuve, soit qui ont été des sans-abri, soit des gens qui ont peur de retourner seuls dans la vie, des gens qui se disent voilà, on a eu un parcours un peu difficile, mais la vie communautaire nous plaît mieux. C'est souvent pour briser une solitude qu'on reste ici. J'étais un peu à la rue, quoi, et bon, il a bien fallu que je trouve quelque chose que moi j'avais pas demandé, mais bon. Et puis j'ai atterri à Terre Nouvelle, et Terre Nouvelle, je suis atterri ici, quoi, et voilà. J'ai fait le travail qu'il fallait faire, et boulotter et tout, et petit à petit, bon bah, l'oiseau fait son nid, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà. Et ici, vous avez trouvé quoi? Ouais, un bonheur, hein, une joie, et c'est bien quoi, on est en plein air et tout, il y a du boulot, il y a tout, donc on est toujours actif. C'est ce qui est bien quoi. Et la vie en communauté, ça se passe bien? Oh, il n'y a pas de souci là. On se serre les coudes? Ouais, c'est sûr. Une condition pour résider à la ferme Saint-Acaire est de participer aux activités de production comme l'élevage, la cuisine ou encore la petite culture. Mais l'activité qui s'est le plus développée ces dernières années est la découpe et la livraison de bois de chauffage. Ce sont ainsi pas moins de 3000 stères de bois qui, chaque année, transitent par les ateliers de la ferme à destination des particuliers de toute la région. Ces travaux permettent au projet de subsister et aux personnes accueillies de bénéficier d'une petite rémunération. Les plus jeunes sont quant à eux invités à suivre des formations qui leur permettront de se réinsérer dans la société. Max, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ben, ça fait plus ou moins 3 mois. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ben, en fait, j'étais sans logement, puis j'ai logé dans la maison d'accueil Terre Nouvelle, quoi. Puis je suis venu travailler ici petit à petit, quoi. En attendant que le mois de janvier, j'ai une formation, quoi. Voilà, quoi, je passe mes journées ici, quoi. Depuis ses débuts, le projet a pu compter sur le soutien de Vivre Ensemble, une aide financière indispensable qui cette année sera destinée à l'aménagement de la cuisine communautaire et du réfectoire. C'est clair et net que nous ne roulons pas sur l'or, que du contraire, mais c'est une petite goutte par-ci, une petite goutte par-là. Et Vivre Ensemble est une action qui est connue dans toute la Wallonie et ça nous invite à aussi voir qu'ailleurs, il y a des projets qui existent pour mieux vivre ensemble. Madame Franck, comment faites-vous pour conscientiser les personnes à vos projets? Mais ça se fait par différents moyens. Donc il y a bien sûr un site internet qui est accessible à tout le monde. Et on organise également des soirées, des journées, des rencontres dans les différentes régions, puisque nous avons des bureaux régionaux. Et ça passe par une pièce de théâtre, ça passe par le témoignage d'une association, ça passe par une intervention dans une école. Et voilà, donc on essaie d'aller le plus possible à la rencontre des gens là où ils sont, dans les paroisses, les écoles, les groupements qui existent. Alors, Jean-Paul Chabal, quelle société avez-vous envie de construire? Alors, mais je dirais une société qui respecte et qui croit encore aux droits humains, aux droits de l'homme. Je pense que c'est, en tout cas dans la réflexion de Vivre Ensemble depuis un certain nombre d'années, la pauvreté, c'est une violation et une atteinte aux droits de l'homme. Je veux dire que des gens qui se trouvent aujourd'hui encore sans logement, sans pouvoir nourrir leurs enfants, sans avoir de perspective d'avenir en termes d'emploi, etc., c'est une violation fondamentale des droits humains, c'est un non-respect de ce tout à quoi nous sommes appelés et de ce que tout être humain rêve, c'est-à-dire pouvoir être heureux quelque part dans la vie, pour pouvoir être respecté, pour pouvoir être reconnu. Et donc je pense quelque part l'ambition de Vivre Ensemble, c'est de réaffirmer ça, parce qu'on est d'autant plus aujourd'hui, je trouve, dans un contexte global au niveau international, où de plus en plus on nie, je pense, un petit peu les personnes, ou en tout cas on leur fait peser sur elles beaucoup de responsabilités en disant, ben finalement, chacun est responsable de ce qu'il devient et chacun, c'est à lui à se prendre en main. Alors, c'est évidemment, c'est pas faux, mais d'un autre côté, on constate qu'on est, comme on l'a dit, dans une situation très inégale.
et tout le monde n'a pas au départ la même chance pour pouvoir se prendre en main. Et donc je pense que c'est une responsabilité de l'ensemble de la société et a fortiori, je pense, des personnes qui se réfèrent à l'Évangile, d'insister sur l'importance d'accompagner, de permettre à tout un chacun d'être bien dans la société. Je pense que c'est un peu ça l'axe fondamental de vivre ensemble. Est-ce qu'à moyen terme, vos projets deviennent vraiment autonomes ou bien ont-ils toujours besoin du soutien de l'action Vivre Ensemble ? Mais ça varie d'une situation à l'autre. Il y a des projets qui, en effet, qu'on soutenait depuis le début, et puis après quelques années, on les soutient pas tous les ans nécessairement. Parfois, ils reviennent vers nous après quelques années parce qu'ils ont un besoin particulier. Mais il y en a qui sont autonomes. Je pense à l'Églantier à Braine-l'Alleud, qui est une maison d'accueil pour des femmes en difficulté, qui ont des problèmes de logement, des problèmes de violence conjugale, et qui maintenant a lancé une brocante, qui s'est installée dans des nouveaux locaux, et ils sont autonomes. Il y a d'autres associations qui ont toujours besoin d'un petit coup de pouce parce qu'ils restent petits ou ils veulent rester petits et ils ont leur raison. Et donc on est parfois un soutien qui permet à l'association de vivre parce que c'est pas toujours facile de trouver des subsides pour des activités qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui sortent de l'ordinaire. Et ça fait combien de projets en fait cette année par exemple? Alors cette année il y en a 88 si je ne me trompe pas. 88 sur toute la Wallonie et Bruxelles, et donc ce sont des projets qui sont sélectionnés par des commissions régionales qui sont composées donc des permanents régionaux, des travailleurs et des volontaires qui vont rendre visite à tous les projets. Chaque projet est visité, rencontré, écouté, et comme on ne peut pas soutenir tout le monde, eh bien, il faut bien sélectionner en fin de compte, quoi. Est-ce que vous avez aussi une forme d'éthique de la dénonciation dans votre travail? Éthique de la dénonciation, oui, je pense, dans le sens de... C'est important de pouvoir dire ce que vivent les gens, c'est pas juste, c'est à dénoncer, effectivement. Et donc tout le travail, je pense, par exemple, qui est fait, que l'on fait, nous, avec les associations et qu'on fait aussi en collaboration avec d'autres, c'est un petit peu l'importance de la prise de parole et d'écouter ce que les gens ont à dire, ce qu'ils vivent comme difficulté, et pouvoir déceler avec eux les problèmes qu'ils vivent et dire, bon là, il y a des choses à changer. Et je dirais annoncer aussi, parce que je pense que les personnes et les associations montrent un petit peu des initiatives nouvelles que l'ensemble de la société doit pouvoir encourager, doit pouvoir soutenir. En tout cas, Isabelle Franck, Jean-Paul Chabal, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu fait connaître le travail de Vivre Ensemble. Quant à nous, nous retrouvons dans quelques instants pour notre chronique du jour. Charles Delay, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, quelle est votre humeur aujourd'hui? Mais un peu inquiète, j'avoue. C'est la décadence, disent les gens. C'est la fin de notre civilisation. C'est vrai que c'est quand même la fin d'une époque. Les signes s'accumulent, on les lit séparément, on ne voit pas comment ils s'articulent les uns les autres. Mais c'est quand même la fin d'une époque. D'ailleurs, Paul Valéry, le poète, nous avait averti. Les civilisations sont mortelles. Et si vous avez déjà fait du tourisme archéologique, ben, qu'est-ce que vous visitez sinon les ruines des civilisations qui se sont succédées? Et nous, les modernes, nous serions au top et nous serions devenus immortels? Non. Je crois quand même que les temps sont difficiles. Les jeunes savent bien que demain sera plus dur pour eux que pour leurs aînés qui ont connu le printemps, vous savez, les journées qui s'allongent, le mois de mai où on fait ce qu'il nous plaît. Maintenant, c'est quand même l'automne, on se demande quand il faudra remettre un pull de plus. Alors évidemment, il n'est pas question de conserver les avantages acquis. Ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avenir, construire l'avenir. Et là, une question, est-ce qu'il n'y aurait pas des valeurs qui doivent être transmises à la génération qui va construire la civilisation de demain? Je crois évidemment qu'il y a les droits de l'homme. Je crois aussi qu'il y a, oui, l'Évangile, qui est encore plus exigeant. Je suis de ceux qui estiment que le Christ et son message ont été un tournant important dans l'histoire de l'humanité. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, la BBC a voulu enlever la référence du Christ pour nommer les années avant ou après le Christ. Enlever le Christ peut-être, mais ils n'ont quand même pas changé la date pivot, avant ou après. Et après, c'était l'ère commune, disait-on. L'ère commune, mais justement, Jésus a apporté les ingrédients pour une ère commune, pour que nous ne devions plus traverser les frontières en ennemis, mais en frères, en amis. Il nous a au fond donné ce qu'il nous fallait,
le message d'un père qui ne fait pas de différence. Du coup, on peut abandonner tous nos dieux et toutes nos armées qui se réclament de ces dieux pour se battre sans cesse. Je suis donc de la ligne d'un Croce, un grand philosophe italien qui disait au siècle dernier que le Christ représentait la plus grande révolution que l'humanité n'ait jamais accomplie. Et il disait cette révolution, elle s'enracine au cœur même de l'âme. Et je me réjouis aussi d'un Christian de Duve, notre Nobel, donc, qui disait Jésus, c'est le sage dont notre monde a besoin. Alors Philippe, je voudrais m'adresser ici aux téléspectateurs et leur poser la question suivante. Que ferez-vous pour transmettre à la génération qui vient le message de ce Jésus de Nazareth? Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'Évangile dans sa radicalité? Parce que vous savez, Philippe, ce n'est pas d'un rafistolage de surface dont on a besoin, mais d'une plongée en profondeur. Alors oui, je suis inquiet, je ne suis pas désespéré. C'est quand même pas le premier changement de civilisation auquel nous assistons, même si celui-ci est peut-être plus décisif. Ce n'est pas le premier, mais il faut à tout prix le réussir. Et là, je crois que c'est tout à fait possible. Telle est mon espérance. Vous voyez, un nouveau monde, un monde nouveau, voilà ce que j'espère. Merci Charles Delay. Et nous poursuivons avec notre Info Agenda. Comme chaque année, au mois de décembre, les sœurs du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk, en Biélorussie, viennent à Bruxelles. Elles exposent à l'UOPC des produits fabriqués dans leurs ateliers pour un projet, offrir aux personnes malades une assistance spirituelle et sociale. Belle occasion de se procurer des cadeaux de Noël originaux et de les soutenir par la même occasion. Plus de renseignements sur le site de l'UOPC. Les chemins de Compostelle, c'est le nouveau film d'Alain Delaporte. L'explorateur français le présente à Exploration du Monde. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont sous sa caméra plus qu'une simple randonnée. En fait, l'une des plus fameuses épopées spirituelles de l'Occident, avec plus de 1700 km au rythme rude et lent de la marche. Pour plus d'informations, visitez le site d'Exploration du Monde. Si vous avez moins de 25 ans, ce concours vous intéresse. The Concours. Il fait appel à vos talents artistiques. Jusqu'au 30 décembre, les 99 premières inscriptions seront retenues. Alors le principe est simple. À partir de l'un des 9 textes bibliques de The Bible 9, trouvés sur le site thebible.com, il faut se lancer avec des amis ou sa classe dans une création graphique, vidéo ou encore musicale. À la clé, de belles récompenses et une remise des prix que l'on annonce festive. Inscription sur communication@fondatio.be. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir l'un ou l'autre reportage qui vous a été proposé au cours de ce magazine, voir l'émission tout entière, il vous est possible de le faire en allant sur notre site info.cato.be. Et dans 2 semaines, Corinne? Eh bien, dans 2 semaines, ce sera une émission consacrée aux jeunes et à la foi. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Dans notre mais
Alors,